Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. On commence par une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même. Ça y est, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français, a validé notre dossier en vue d'un conventionnement. Cela signifie que nous pouvons dès à présent déployer notre grand projet et devenir une chaîne diffusée à la télévision via les box internet et les télés connectées. La saison dernière, nous avons réussi à mettre en place notre antenne 24/7 sur YouTube, sur Dailymotion et notre site internet. Nous avons également eu l'accord de principe de l'opérateur Free pour diffuser sur la Freebox. Avec ce conventionnement, c'est une nouvelle étape de franchie. Désormais, il est question de convaincre les autres opérateurs de box et de téléconnectés de nous référencer dans leurs offres. Continuez donc de signer notre pétition sur unetélépourvous.lemediatv.fr où on revient vers vous assez vite pour spécifier notre calendrier. Un calendrier qui dépendra également de vous, parce que construire un média audiovisuel indépendant demande de l'argent. Le déployer sur la télévision en concurrence directe avec les chaînes d'infos des milliardaires en demande encore plus. Abonnez-vous, soutenez-nous par des dons sur lemediatv.fr/campagne. Notre campagne de milieu d'année en est à 70 000 € de dons recueillis. Il nous en faut 100 000 pour passer l'été et amorcer sereinement ce grand virage de la rentrée. Avec Emmanuel Macron, les remaniements ressemblent un peu à une valse des pantins serviles et des médiocres. C'est le sentiment que nous laisse cette séquence politique qu'on attendait pour ne finalement rien avoir. Ni une droitisation, ni rien, juste un statu quo et la confirmation des bons soldats fidèles de la Macronie. Le dîner de cons servait toutefois à donner le ton, à offrir une ambiance. C'est le sujet principal de cette édition. À côté de ça, on parlera aussi de l'agression par la BAC du jeune Eddy, laissé pour mort en plein Marseille. Des dérives de la DILCRA révélées par Mediapart, de l'agression de l'artiste drag queen Kitty Space et enfin des manifestations réprimées au Kenya. C'est parti pour votre bulletin d'infos de l'été. On en parle depuis des semaines, on l'attendait depuis hier soir. Ça y est, les noms des ministres qui partent et qui bougent ou arrivent sont tombés. Et comme pressenti, Pape Ndiaye quitte l'éducation nationale. C'est le désormais ex-ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui le remplace. Le haut fonctionnaire, Aurélien Rousseau, et ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, remplace, quant à lui, François Braun à la santé. Un no-name remplace un no-name. Comme bien souvent chez les macronistes, la médiocrité et la servitude ont été récompensées avec la nomination d'Aurore Bergé à la place de l'ex-patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combes, au ministère des Solidarités. C'est vrai qu'elle n'a jamais été à une compromission et une récupération politique près. On se souvient de la dernière fois en date, en plein hémicycle, et à l'époque des révoltes urbaines. Dimanche soir, un homme de 24 ans est mort. Mort en service pour nous protéger des émeutes et de ses conséquences, il s'appelait Dorian d'Amalincourt et était sapeur-pompier. On sait au moins que Marlène Schiappa, et c'est peut-être là la petite bonne nouvelle du jour, quitte le gouvernement, après avoir été étrillée par le Sénat et s'être un petit peu désavouée elle-même, il faut dire, sur l'affaire du fonds Marianne. Ce coup-ci, c'était peut-être trop gros pour que ça passe. Comme quoi, même Emmanuel Macron a des limites. Quelques autres mouvements sans grande importance au ministère de la Ville et à l'Outre-mer. Mais voilà, tout ça pour ça, quoi. Quasiment 24 heures de circonvolution pour quelques changements, somme toute, assez marginaux et qui ne changeront vraisemblablement rien à la ligne politique du gouvernement. Remarquez, comme je disais en introduction, c'est un petit peu la valse des pantins depuis le début de la semaine. On a eu le maintien humiliant d'Elisabeth Borne avant-hier et le dîner de cons à l'Elysée avant-hier soir pour essayer de mettre le sommet de l'exécutif d'accord et cajoler aussi ceux qui vont se faire jeter. Macron appelait à l'unité et au dépassement politique. Lui qui se veut au-dessus de la mêlée. Pourtant, aucun accord ne semblait se dégager entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur les mouvements à faire au sein du gouvernement. On rappelle la règle, les ministres sont certes nommés par la première ministre, mais il faut quand même le contreseing du président de la République. Est-ce que ça coinçait, donc, en premier lieu, sur les ministres du dîner de cons à envoyer aux fraises, comme semblaient le dire nos confrères du Monde ce matin? Cela confinait quand même à la chamaillerie sémantique, parce que Emmanuel Macron avait en effet chargé la première ministre d'un remaniement à minima, des ajustements, dit-on, chez les proches du président. Borne semblait préférer l'option d'un remaniement à un poil plus significatif. Rien ne nous empêche tout de même
de faire quelques conjectures encore à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui a vraiment coincé? Les noms des ministres révoqués et nommés? Ou alors, finalement, Emmanuel Macron aurait-il insisté pour droitiser son gouvernement et draguer les Républicains, et qu'il a donc peiné à trouver preneur pour mettre en place sa politique ultralibérale qui flirte parfois même avec l'extrême droite? Il est vrai que les Républicains sont très électoralistes et qu'une entrée au gouvernement pourrait griller la droite aux prochaines élections. Ils ont peut-être bien compris ce qui a été fait du PS après 2017. Bon, bref, on change pour ne rien changer. Le premier conseil des ministres aura lieu demain, mais surtout, on attend avec impatience la rentrée parlementaire de septembre pour savoir à quelle sauce les classes populaires et les services publics vont encore être mangés après les annonces d'une amputation de 4 milliards d'euros dans le budget 2024. Encore une affaire de violence policière. Dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, Hedi, un jeune homme de 22 ans, est touché par un tir de LBD à la tête à Marseille. C'est avec le visage esquinté, la tête bandée et l'esprit encore brouillé qu'il s'est exprimé auprès de nos confrères de Mediapart. Je cite, « C'était une équipe de la BAC, ils étaient au moins 4, ils m'ont tiré dessus et m'ont tabassé, puis ils m'ont laissé pour mort par terre. » C'est ce qu'il résume, attablé en terrasse du restaurant tenu par ses parents dans les Bouches-du-Rhône. De graves blessures lui occasionnant 60 jours d'ITT. Ce mardi, 6 policiers soupçonnés de ces violences en réunion ont été placés en garde à vue. D'après la Provence, l'un d'entre eux a rapidement été libéré alors que le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire confiée à un juge d'instruction pour des violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Jacques-Antoine Preziosi, l'avocat de Hedi, s'est aussi exprimé. La scène décrite est une scène de barbarie, commande-t-il. 2 gosses parfaitement socialisés, sans casier, qui travaillent, descendent à Marseille pour se distraire. Ils ne sont ni des manifestants, ni des pilleurs. Ils tombent sur 5 ou 6 cinglés qui les agressent. Il se trouve que ce sont des fonctionnaires de l'État français. Nous attendons que l'enquête ait lieu et que justice se fasse, qu'on identifie ces gens-là et qu'on les juge. Après son agression, Hedi fut hospitalisé. Tombé dans le coma, son pronostic vital a été un temps engagé. Les médecins ont parlé de lui à ses parents comme d'un miraculé. Ils ont dû lui retirer une partie de sa boîte crânienne et la réparer avec 50 agrafes. Quant à sa mâchoire, c'est simple, commente-t-il. Il n'y a plus d'os sur le côté gauche, commente sa mère, Leila. De son côté, l'association Marseille en colère dénonce d'autres drames survenus la même nuit. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il n'y a pas eu que ce drame. Il y a eu aussi Mohamed B qui a été tué par un tir de flashball sur la poitrine. Et il y a la veille, son cousin Abdelkrim qui a pris un flashball dans l'œil, dans le centre-ville. Tous les deux étaient en marge des émeutes parce qu'ils y habitent. Ils rentraient chez eux, vous allez rejoindre des amis à eux. Et Mohamed a perdu son œil. C'est un jeune homme qui est reconnu handicapé à plus de 50%. Donc en fait, ce n'est pas un cas isolé, ce que ce jeune homme de 22 ans a subi. Alors moi, j'ai confiance pour vous répondre, Perrine, en une partie de la police. J'ai confiance en une partie de la justice, mais j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en l'IGPN parce que ce n'est pas malheureusement la première violence policière à laquelle nous sommes confrontés à Marseille. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Maria, 19 ans, gratuitement agressée par des policiers marseillais en 2018 qui, là aussi, lui avaient fracassé le crâne avant de la laisser pour morte. Ce jour-là, le logiciel permettant de suivre les actions des agents et qui aurait pu aider à les identifier était hors service exactement au moment en question. Depuis, la justice patine et les agents sont toujours en fonction. C'est l'histoire d'une dérive, racontée par nos consoeurs et confrères de Mediapart. Encore une. Un art dans lequel la Macronie semble être passée maître et elle est cette fois à mettre au crédit de la délégation interministérielle contre le racisme et la haine anti-LGBT, à savoir la DILCRA. On avait déjà une idée de comment le gouvernement et Emmanuel Macron concevaient la lutte contre la radicalisation avec l'affaire du fonds Marianne. Pression en ligne contre les opposants à la ligne gouvernementale, via le trolling, refus de subventions pour SOS Racisme, pour raisons politiques, favoritisme, etc. Alors le premier point à savoir, c'est que la fameuse DILCRA bénéficie de crédits 2 fois supérieurs au fonds Marianne. Également, sous la coupe de Marlène Schiappa, qui était là aussi secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, cette dernière avait d'ailleurs déjà tenté une première fois de passer par la DILCRA pour retirer les subventions normalement accordées à SOS Racisme. Selon plusieurs sources, le cabinet de la ministre avait demandé à Frédéric Potier, alors patron de la DILCRA, de supprimer le financement de l'association qui s'élevait alors à 150 000 €. Concernant les subventions de la DILCRA, comme bien souvent, c'est opaque.
Seulement, les associations qui émettent leurs critiques et réserves concernant cette institution gouvernementale subissent elles aussi des pressions. Un responsable d'association résume la chose auprès de Mediapart, je cite, « On sait que si tu tweets contre la DILCRA, tu vas voir tes subventions baisser. » Est-ce que quelqu'un sait comment sont alloués les montants? Comment ils sont répartis? Personne. Pas même les membres du conseil scientifique de la DILCRA. Du peu que la DILCRA accepte de communiquer, il y a de grosses inégalités. La LICRA, par exemple, reçoit 400 000 € de subventions quand la LDH, la Ligue des droits de l'homme, n'en reçoit que 30 000. Certaines structures sont même connues pour avoir comme président d'anciens membres du conseil scientifique, comme le président fondateur du Camp des Milles, qui avait perçu 550 000 € en 2022. Sophie Élyséon et Gilles Clavreul, cofondateurs du Printemps républicain, nient tout conflit d'intérêts. Ce dernier nie toute porosité entre le Printemps républicain et son poste à la DILCRA à l'époque de Manuel Valls. Le conseil scientifique est indépendant, dit-on aussi. Certains témoins jugent au contraire que la DILCRA a tenté d'imposer une ligne universaliste dans la lutte contre les discriminations. Pourtant, plusieurs sources expliqueraient à Mediapart qu'Élise Fageles, la secrétaire générale de la DILCRA, serait intervenue pour reprocher au MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, sa ligne politique, sous-entendant que celle-ci pourrait influencer à l'avenir l'attribution de ses subventions. Classe. La délégation reprochait à l'association sa défense de la libération du prisonnier libanais Georges Ibrahim Abdallah ou son utilisation des termes « violence policière ». Je cite, « Moi je sers l'État, je n'ai pas de proximité partisane d'aucun côté que ce soit », rétorquait à Mediapart Sophie Élyséon, pour nier le moindre interventionnisme. On sait, en général, quand quelqu'un dit « je suis apolitique », ça sent la croquette et surtout la droite. Je viens de me faire agresser. Pour quelle raison? Car je suis gay, queer, drag queen, libre et que j'en suis fier. Ce sont les mots de Kitty Space dans une story Instagram avec le visage abîmé et un œil au beurre noir mardi. L'artiste drag queen performe actuellement sur le programme Drag Race sur France Télévisions. Elle a été agressée dimanche soir dans les rues de Paris. Antoine, à l'état civil, raconte au HuffPost « J'étais avec des amis que j'ai quittés pour rentrer chez moi. Un mec m'a abordé pour me demander une cigarette. Je n'en avais plus. Il a commencé à vriller et à proférer des insultes homophobes. L'agression verbale se transforme alors en agression physique. J'ai pris des coups, je me suis défendu et il a pris la fuite. » Kitty Space affirme vouloir, je cite, « se concentrer sur ma carrière de drag queen et je ne veux pas qu'on me considère avant tout comme une personne agressée. Je veux aller de l'avant et vivre ma vie, cette personne n'aura pas ma liberté. » Pour l'artiste, le combat continue et conclut ainsi « Il faut continuer à se battre alors que pourtant on ne devrait pas avoir à se battre. » Le dernier rapport de l'association SOS Homophobie paru en mai rapporte une hausse de 28% des agressions physiques LGBT-phobes entre 2021 et 2022. C'est une tous les 2 jours. Nouvelle journée de manifestation au Kenya où hier, on avait déjà décompté 2 morts et plus de 300 arrestations. Depuis le début du mois de juillet, la rue proteste contre la vie chère et les forces de l'ordre réagissent par des violences policières qui ont déjà causé la mort de plus de 20 personnes. À l'origine du malaise social, une conjonction de facteurs internes et externes. Le pays fait également face à une sécheresse inédite. L'inflation, liée en grande partie à la conjoncture internationale, atteignait 8% sur un an en mai dernier. Par ailleurs, l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis a renchéri le coût de l'accès au crédit pour les pays en développement, ce qui a touché le Kenya et entraîné une dépréciation de 20% de sa monnaie. Par ailleurs, pour éloigner le spectre du défaut de paiement et ne pas être blacklisté par les créanciers internationaux, le gouvernement a augmenté tous azimuts les taxes. Doublement de la taxe sur les carburants, augmentation des impôts sur les revenus, création d'une taxe sur les influenceurs, taxe sur les faux ongles, mais suppression d'un prélèvement visant les propriétaires d'hélicoptères, moyen de déplacement favori des dirigeants politiques. Une injustice fiscale qui a naturellement suscité un sentiment de trahison car le président William Ruto, élu en 2022, est issu d'un milieu modeste et a bâti son argumentaire électoral sur la nécessité d'une rupture avec une tradition politique dynastique et oligarchique. Et voilà, c'est la fin de notre bulletin d'infos quotidien qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus.
Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse et de débat et de décryptage quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial, unique dans le PAF, dépend toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà 70 000 euros ont été récoltés. Je vous dis un grand merci. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias, grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre confiance, et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.